Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, 20 ans passés de 16 minutes à Niamey au Niger, une heure en moins en temps universel. Bienvenue à cette grande édition sur la télévision Tambra que j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce mercredi 5 octobre 2022. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce mercredi 5 octobre 2022, c'était sous la présidence de son Excellence El-Haji Seyni Oumarou. Le compte rendu est signé Zenab Gagara et Ibrahim Kantama. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière, à savoir la présentation du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2023. Présent pour la présentation de ce projet, le ministre des Finances Ahmed Joudouda retrace les grandes lignes de la politique budgétaire du projet de loi de finances 2023 devant les parlementaires. Ce projet, soumis à l'appréciation des représentants du peuple, vise à accompagner certaines mesures selon le ministre des Finances publiques. Projet de loi qui s'inscrit dans un contexte que nous savons très difficile aujourd'hui avec la conjoncture internationale qui est liée à beaucoup d'événements négatifs, notamment la persistance toujours des effets de la pandémie de la Covid-19, les changements climatiques avec leurs impacts sur notre tissu économique, mais également la conjoncture née aujourd'hui du développement de la guerre en Ukraine qui impacte sérieusement le prix des produits de première nécessité, mais également les taux d'intérêt sur les marchés régionaux. Le projet de loi que nous avons soumis repose aussi sur des perspectives économiques pour nous positives, en tout cas en 2022, avec un taux de croissance que nous estimons être à 7% pour 2022, mais surtout un taux de croissance qui va se raffermir en 2023 avec une projection de 7,2% et qui s'inscrit toujours dans une dynamique aussi de maîtrise du déficit que nous avons ciblé pour un niveau de 6,6% du PIB. Donc le budget passera de 2 908 milliards en 2022 à 3 245 milliards en 2023, donc une hausse relative de 11,58%. Nous pensons que c'est une hausse raisonnable relativement au contexte qui prévaut aujourd'hui et aussi besoins colossaux de développement auxquels nous faisons face, notamment dans le secteur stratégique défini par le programme de renaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui sont déclinés dans la déclaration de politique générale du Premier ministre et le plan de développement économique et social. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, c'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Les travaux en séance plénière reprendront le vendredi 7 octobre 2022 avec à l'ordre du jour l'examen et vote du projet de loi portant première ratification de la loi numéro 2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2022. Toujours ce mercredi 5 octobre 2022, Assemblée générale du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à la Maison des jeunes et de la culture Djadou Sékou à l'occasion de la journée mondiale des enseignants, compte rendu sur cette édition. Suivez plutôt.
19e Assemblée générale du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base coïncide pour cette année avec la journée mondiale de l'enseignant célébrée chaque 5 octobre depuis 1994 décrétée par l'UNESCO. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, c'est le thème choisi pour cette année 2022. À Djadousekou, en cette matinée, c'est plusieurs enseignants qui se sont donné rendez-vous pour afficher leur ferme volonté dans la lutte pour arracher le droit des enseignants au Niger. Plusieurs points ont été évoqués par le secrétaire général dans l'interview qu'il a accordée à la presse. Un lettre ne vaut que ce que vaut sa corporation. Nous sommes là pour commémorer la journée internationale dédiée à l'enseignement. Et cette activité nous permettra non seulement de voir dans quelles conditions se trouvent nos militants, mais également reformuler des recommandations à l'intention du gouvernement. Donc c'est pour cette raison que le bureau exécutif national du SINASEB a convoyé des équipes du BEN sur l'ensemble du territoire national pour cueillir les avis des camarades et également reformuler les recommandations à l'intention du gouvernement. Malheureusement pour nous, notre corporation est dominée par l'enseignement contractuel. Les enseignants contractuels représentent aujourd'hui plus de 75% du corps enseignant. Et un pays ne peut pas se développer tant que le système éducatif trébuche. C'est pour cette raison que lors de discussions avec le gouvernement au niveau donc de la dynamique, nous avons fait de la résorption des enseignants contractuels une revendication spéciale. Il va falloir que le gouvernement, au bout de 5 ans, il arrive à résorber l'intégralité de contractuels exerçant dans le métier. On ne peut pas développer un pays avec des agents qui ne sont pas motivés. À l'heure où nous vous parlons, c'est en ce moment-là que les pécules sont en train d'être payés. Alors que le gouvernement a pris l'engagement d'aligner le paiement des pécules au paiement des salaires. Nous avons 500 camarades qui ont été recrutés au niveau de l'enseignement franco-arabe qui servent les écoles publiques du Niger. Ils ont été recrutés par un projet qu'on appelle PROCEB. C'est un projet de soutien à l'enseignement bilingue franco-arabe. Ces camarades-là actuellement totalisent 6 mois d'arriéré de pécule. Et ces camarades-là ne sont pas que des enseignants seulement. Ce sont aussi des parents d'élèves qui ont des enfants, qui doivent payer des fournitures à leurs enfants, qui doivent payer des frais de scolarité à leurs enfants. Ces camarades-là n'ont pas été payés pendant 6 mois. Et l'État exige à ce que l'ensemble du personnel soit à leur lieu de travail dans cette précarité. Soyez rassurés quand même que nous n'allons pas être complices de l'État pour abandonner nos camarades. Nous serons là avec ces camarades-là pour la restauration de leur dignité. Nous serons à leur côté pour que l'État les mette dans leurs droits. À noter que l'ancien secrétaire général Halidou Moukela a marqué de sa présence à la convocation de cette assemblée générale. Une autre lutte gagnée par la structure, c'est la signature d'une convention entre la centrale et la société de transport Nour qui fait une réduction de 20% à tous les enseignants du Niger et sur toutes les directions. Voilà, rien ne va plus entre les délégations générales des différentes facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le comité exécutif de l'UNUN des étudiants de la dite université. Le motif de cette discorde dans un extrait de l'interview que nous a accordé un de ces délégués. Il s'est inscrit dans une logique de vouloir nous imposer un certain nombre de réformes allant dans le sens de satisfaire ces desiderata. C'est que nous n'avons pas, en tout cas, voulu qu'on fasse, parce que tout simplement cela est contraire au texte qui régisse nos règlements intérieurs. Et même au-delà des règlements intérieurs et les statuts et règlements intérieurs de l'USN. Donc nous avons dit qu'il faut que la procédure soit respectée. Mais très malheureusement, le comité exécutif ne veut pas respecter la procédure. Et nous avons dit, tant que la procédure n'est pas respectée, nous n'allons jamais
en tout cas réviser nos règlements intérieurs. Parce que les besoins ont été exprimés par vous et non pas les délégations. Nous avons en tout cas expliqué au comité exécutif cela, mais très malheureusement, le comité exécutif nous contribue à ce que nous violions en tout cas nos règlements intérieurs. Nous n'allons jamais laisser à ce que des individus viennent, en tout cas, d'un matin, ils se lèvent pour dire que non, voilà ce que nous voulons que vous le fassiez. Sans se rappeler que les délégations ont leur propre autonomie de gestion. Nous n'allons jamais accepter cela. Nous allons continuer à nous battre pour que le comité exécutif puisse savoir que il est en tout cas, il n'est pas sur le bon chemin, il est en tort et qu'il accepte de revenir au meilleur sentiment. Nous sommes disposés à écouter, nous sommes disposés à faire des concessions parce qu'il s'agit de l'intérêt des camarades, il s'agit de l'intérêt de la grande base. On ne va jamais accepter de nous soumettre à une décision illégale parce qu'on est dans une organisation qui fonctionne selon des textes. On n'est pas dans une organisation de malfrats où tout est permis. Si aujourd'hui le comité exécutif là est en train de gérer, c'est justement parce qu'il y a des textes qui encadrent le fonctionnement et l'organisation de notre patrimoine commun qui est le nous. Et c'est exactement à travers ce respect de ces principes-là. Donc nous aussi, en tant que délégation, on a dit que la procédure doit être bien évidemment respectée et que la décision est illégale. On est toujours là, on n'est pas dissous. Et le comité exécutif justifie cette prétendue dissolution par un argument selon lequel les délégations sont en dépassement de mandat. Alors que c'est faux et archi faux. Il n'est pas question de ça. Tout à l'heure, il a dit dans son intervention que le comité exécutif, aussitôt être consacré, le jour même de sa prestation de serment de la nuit, a fait sortir une note pour dire que toutes les activités de délégation sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est eux qui ont créé le dépassement des mandats. Donc nous voilà. Après ça, il y a eu des dialogues, il y a des anciens cadres qui sont venus nous rencontrer, ils nous ont dit qu'ils sont disposés parce qu'ils ont eu à gérer, ils connaissent des crises là où ça peut arriver. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Nous on va communiquer. On est disposé aussi à faire la médiation. On a commencé, ils nous ont dit mais à condition qu'on va accepter un certain nombre de propositions. Mais on a compris que les gens là, de leur tête, ils n'ont rien à foutre avec la stabilité et l'ordre. Et que nous on dit que par rapport à cette question, on ne va jamais accepter qu'il y ait des tables de séance nommées par le comité exécutif organisent des élections. Voilà, suite de cette édition, point de presse animé ce matin par le mouvement M62 dans les locaux du REPAD, objectif exprimé leur dévouement sur la marche pour la consolidation de la dignité et de la souveraineté nationale prévue ce dimanche 9 octobre 2022 à Niamey et à l'intérieur du pays. Suivez plutôt un extrait du coordinateur. Conformément à la loi numéro 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique. Nous avons déposé le mardi 27 septembre à 17h26, comme vous le voyez à travers la déclaration de manifestation. La déclaration de manifestation qui précise l'itinéraire, les objectifs de la manifestation. Et donc, ces objectifs qui sont au nombre de 4, qu'il me plaît de rappeler ici. Le premier, c'est de dénoncer la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil. Le second, c'est d'exiger du gouvernement des actions concrètes contre la vie chère. Le troisième, c'est d'exiger le départ de la force Barkhane du territoire nigérien. Quatrièmement, et pas des moindres, c'est d'exprimer notre soutien et notre solidarité au peuple malien. Dénoncer l'instrumentalisation de la CEDEAO par la France et exiger du Conseil de sécurité des Nations Unies une réponse favorable et rapide au traitement de la plainte du Mali contre la France sur son soutien. Ces points auxquels s'ajoute donc la dénonciation de l'instrumentalisation de la CEDEAO sont les mêmes points de combat, de revendication du M62 exprimés lors de la manifestation du 18 septembre passé. À la date d'aujourd'hui, soit 9 jours après, nous n'avons reçu aucune réaction entravant la tenue de la manifestation. Informons l'opinion nationale et internationale du maintien de notre manifestation pour le dimanche 9 octobre autour des points
ci-dessous énumérés. C'est là est la volonté de Dieu. Et personne, je dis bien, et personne ne peut s'opposer à cette volonté. Cette volonté qui est également le fruit de vos multiples prières. Nous vous appelons à les pérenniser et profite de l'occasion de vous rappeler notre appel à jeûner demain jeudi pour qu'Allah puisse bénir le combat, puisse faire donner un écho favorable à notre combat pour qu'il puisse bénir et protéger notre peuple. Voilà, suite de cette édition, après une mission de 2 jours dans la région de Tawa, le représentant résident de l'UNICEF au Niger, M. Stefano Savi, a animé un point de presse dans leurs locaux le mois passé pour faire le point de la mission. Suivez plutôt. La présentation des activités a montré encore une fois les défis qu'une structure comme celle-là a plusieurs années. Mais encore une fois, je vais réitérer ces concepts. J'étais vraiment impressionné par le niveau d'engagement. Vraiment des personnes qui sont là au service cherchent de donner tout ce qu'ils ont pour soutenir la population qu'ils ont vraiment besoin. Donc ça, pour moi, c'est un point très important à retenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on est parti dans la commune de Tabalak et on a visité certains villages, encore une fois, j'ai remarqué l'engagement des autorités, mais surtout de personnes qui travaillent dans des situations pas faciles. On a visité l'école de la commune de Tourouf et aussi le centre de santé intégré. Et bien qu'il y a des éléments pour travailler, je pense qu'il y a la possibilité de soutenir ces structures pour l'aider à accomplir un peu leur mission. Et là, je pense que si j'aurai la chance de rencontrer de nouveau le gouverneur et certains directeurs généraux régionaux, je vais faire aussi un plaidoyer pour s'assurer que aussi le côté du gouvernement mette aussi sa partie. L'UNICEF est là pour accompagner le gouvernement. Donc on verra ensemble comment on peut apporter certaines solutions à certains défis que les gens, les médecins du centre de santé intégré nous ont posés. Et on a visité la salle d'accouchement. Je dois dire qu'avec un peu d'aide, peut-être que ça peut devenir une salle d'accouchement un peu plus accueillante. Donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Ça sera plutôt mes collègues du bureau de la région d'Ottawa qui vont faire un peu le suivi. Mais on a commencé la visite dans le village de Tachadoua, où on a visité un ouvrage pour améliorer l'accessibilité à l'eau potable. Et là, l'UNICEF, grâce à un financement du gouvernement allemand, a fait un tour d'eau et un forage en profondeur de 540 mètres. Donc on a touché une nappe très riche. Et aujourd'hui, 5 villages sont en train de bénéficier de l'eau. Voilà, en actualité hors de chez nous, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par Issoufou Mamadou, a rencontré le nouveau homme fort du Burkina Faso. Le point avec la radio-télévision de Burkina, la RTB. Suivez plutôt. Descendus à Ouagadougou ce matin, les émissaires de la CEDEAO ont pu rencontrer le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré. À la fin de l'entretien, le médiateur de la CEDEAO parle d'échanges francs et fructueux. J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête des territoires hors du contrôle de l'État, première mission.
Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. Peu avant, la délégation de la CEDEAO a eu une première rencontre avec les autorités coutumières et religieuses. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Pour le reste, la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé dans cette épreuve, foi de Mamadou Issoufou. Et enfin, dans ce reportage de la télévision France 24, c'est l'insécurité qui est évoquée dans la région de Tillabéri. Combien la vie dans cette région du Niger a changé en quelques années. Suivez plutôt. 9h ce matin et encore personne devant cette boucherie de Tillabéri. Ces dernières années, les clients d'Abdoulaye Ganda se sont raréfiés. Lui a décidé de rester dans sa ville natale alors que l'insécurité est grandissante cette année. Ça fait 36 ans que je suis boucher. J'ai commencé comme assistant d'un vieux commerçant, donc c'est devenu comme un héritage. Le prix de la viande a plus que triplé en 10 ans à Tillabéri et atteint aujourd'hui les 5 € le kilo. Lui essaie de maintenir des tarifs abordables dans un pays où le salaire moyen d'un individu est évalué autour de 50 €. Ça fait longtemps qu'on vient acheter la viande chez lui. Même si tout est devenu cher en ville, il n'a pas changé le prix. Et aujourd'hui, personne d'autre ne fait ça. Dans la seule région de Tillabéri, plus de 140 incidents violents ont été répertoriés depuis le début de l'année 2022 contre 93 sur l'ensemble de l'année 2021. Les éleveurs les plus vulnérables fuient et laissent souvent les bouchers comme Abdoulaye sans solution. Maintenant, c'est très difficile d'obtenir du bétail en quantité. Il y a des endroits qui ne sont plus accessibles. On se débrouille pour trouver de quoi travailler. Avant, on pouvait aller très loin dans les villages pour acheter des bêtes. Maintenant, on doit se contenter des alentours de Tillabéri. Des alentours qui n'échappent pas à la menace djihadiste. D'autant plus que la situation sécuritaire chaotique au Mali voisin favorise les actions terroristes sur le territoire nigérien. Le problème de sécurité dans la zone de Tillabéri, c'est toujours parce qu'il y a une porosité de frontière avec le Mali depuis le début. Donc si ça se détériore au Mali, il faut certainement que nous attendons que ça cherche à se détériorer du côté du Niger. Mais nous espérons qu'aujourd'hui la nouvelle coopération avec Barkhane va permettre à nos forces de sécurité de pouvoir faire efficacement face à toute forme d'incursion. Le Niger a récemment renforcé ses liens avec ses partenaires internationaux sur le plan militaire, notamment la France et l'Allemagne, mais également au niveau régional, comme avec le Bénin au mois de juillet. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 octobre 2022 sur la télévision Tambra. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.